Les manifestations anti-gouvernement reprennent de l'ampleur. Effectivement, les décisions stratégiques du Premier ministre, comme la destitution du chef du Shin Bet, Ronen Bar, sont vivement critiquées. Mais cette situation révèle un débat encore plus profond. À qui appartient réellement le pouvoir en Israël? S'agit-il d'une démocratie où les élus doivent avoir le dernier mot, ou bien d'un système où certaines élites, dit-on, non élues, détiennent une influence décisive? C'est la question que s'est posée Pierre Lursa, fondateur de la bibliothèque sioniste, qui publie récemment par ailleurs L'Étoile et le Point, histoire secrète de l'autodéfense juive en France depuis 1967. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on a parfois l'impression, c'est vrai, que pour ces mouvements anti-Netanyahou qu'on a vus, le gouvernement est un ennemi plus grand encore que le Hamas lui-même. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans certains slogans. Comment en est-on arrivé là? Comment vous l'expliquez, vous Pierre? Eh bien, effectivement, c'est une question un petit peu tout à fait paradoxale de voir que il y a des gens en Israël, il y a des mouvements d'opposition. On l'a vu hier, c'était une journée tout à fait emblématique, alors que la guerre vient de reprendre, alors que cette nuit on a été réveillé, tout le pays a été réveillé par les missiles tirés par les Houthis, et on a l'impression que, aux yeux de ces mouvements d'opposition, l'ennemi, ça n'est pas le Hamas, ça n'est pas les Houthis, ça n'est pas l'Iran, mais c'est Bibi Netanyahou. Et c'est une histoire qui dure déjà depuis des mois et même depuis des années. Ça a commencé avant la guerre. Mais ce qui est vraiment paradoxal, c'est que la guerre n'a pas modifié cette situation. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ils le disent eux-mêmes, l'ennemi véritable, c'est Netanyahou. Et pour ça, ils sont prêts à tout, et y compris à semer le chaos dans le pays, alors que nous avons besoin d'unité face à nos ennemis. Mmh. Alors, donc, je pense qu'il y a à la fois une raison politique qui est de vouloir faire tomber à tout prix le gouvernement Netanyahou. On pourrait dire que c'est le rôle de toute opposition, mais au-delà de cette explication politique, il y a effectivement le fait qu'il refuse le pouvoir légitime. Et on le voit bien dans toutes les affaires qui défrayent la chronique en Israël. Chaque décision du gouvernement est contestée dans son principe même, comme si le gouvernement n'avait pas le droit finalement de prendre des décisions, n'avait pas le droit de gouverner. Et on l'a vu récemment avec la destitution du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Alors vous estimez que les divisions internes sont dangereuses. On l'a vu aussi, c'est ce qui a mené au 7 octobre 2023. Mais alors est-ce que c'est la faute des manifestants ou celle du gouvernement aussi qui multiplie les décisions polémiques en pleine crise sécuritaire, notamment le limogeage de Ronen Bar? Est-ce que c'est nécessaire maintenant de le faire, Pierre? Je pense que le Ronen Bar aurait dû être limogé depuis bien longtemps, puisqu'il est l'un des principaux responsables de l'échec colossal du 7 octobre. En tant que chef du Shin Bet, c'est sur lui que repose l'échec des services de renseignement. C'est à cause de lui que les avertissements des observatrices de Tsahal n'ont pas été pris en compte. Donc je pense que s'il y avait une personne qui aurait dû démissionner ou à défaut être destituée dès le lendemain du 7 octobre, c'est bien Ronen Bar. Alors que sa destitution intervienne aujourd'hui, en vérité, c'est une décision qui était attendue depuis longtemps, et elle n'a rien de scandaleux dans le sens où je dirais que tout le monde devrait être d'accord sur le fait qu'il doit laisser sa place. Parce que certains, et en faire certains disent que ça permet justement à Benyamin Netanyahou de détourner l'attention de tous les procès qui le visent, notamment en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, je pense que ce sont ces procès eux-mêmes qui sont scandaleux, et le fait que le tribunal n'ait pas accepté de réduire au minimum les audiences dans ce procès qui, de toute évidence, est un procès politique, et le fait qu'aux yeux du système judiciaire tout entier, y compris la Cour suprême, y compris le procureur de l'État, le procès mené contre Netanyahou est plus important que la guerre. On a vu des scènes surréalistes où le juge devait autoriser le Premier ministre à répondre au téléphone pour valider des opérations militaires en temps réel, c'est-à-dire que on a l'impression que la justice israélienne vit dans un monde parallèle. Il y a une véritable schizophrénie en Israël de toute cette opposition à Netanyahou qui vit dans ce monde parallèle où le Hamas n'existe pas, où l'Iran n'existe pas, et la seule chose qui existe à leurs yeux, c'est leur haine irrationnelle de Netanyahou et leur volonté de le faire tomber à tout prix. Alors pour vous, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un pouvoir démocratique, donc par les élus, et un pouvoir des élites. C'est ça que vous nous dites en fait, Pierre. Oui, je cite très volontiers la politologue Caroline Glick qui avait affirmé il y a déjà quelques mois que la question de l'usurpation du pouvoir légitime, du pouvoir des élus par le deep state, c'est-à-dire par l'État profond, par ce pouvoir des élites, c'est la question brûlante de la politique israélienne depuis déjà plusieurs décennies. Et aujourd'hui, on le voit de manière tout à fait paroxysmique, c'est que
effectivement, le gouvernement, la Knesset sont empêchés de fonctionner par ces élites qui considèrent que le pouvoir leur appartient et qui le disent de manière tout à fait explicite. Moi, je suis bien placé pour le savoir physiquement puisque j'habite entre le domicile du Premier ministre et la Knesset. Et hier, on a vu toute la journée ces manifestants qui scandent démocratia, mais qui en fait veulent simplement faire tomber le pouvoir élu parce que ils considèrent que le pouvoir leur appartient. Ils n'ont jamais accepté l'alternance démocratique en Israël. Alors Pierre, vous critiquez l'influence de la Cour suprême et de ses élites non élues donc sur la démocratie israélienne, mais est-ce que la séparation des pouvoirs aussi n'exige pas justement des contre-pouvoirs pour éviter des dérives autoritaires? Certains disent qu'on se dirige là vers une dictature de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, effectivement, dans leur monde fantasmatique, c'est le gouvernement élu qui risque de mener à une dictature, alors qu'en vérité, c'est le contraire. Le risque de dictature, vous savez, il y a un slogan tout à fait parlant qu'on a entendu ces derniers jours en Israël. Dans les démocraties, un premier ministre, un chef d'État démocratique a tout à fait le droit de limoger un chef des services secrets. Et par contre, dans les pays autoritaires, dans les dictatures, c'est le chef des services secrets qui peut démettre le premier ministre. Et aux yeux de l'opposition à Netanyahou, effectivement, il voudrait que ce soit le chef du Shin Bet qui reste en place et que Netanyahou s'en aille simplement parce qu'ils n'ont pas envie qu'il soit leur premier ministre. Donc, effectivement, le risque de dictature, c'est le deep state qui fait peser ce risque. Ce sont ces élites qui n'ont jamais accepté l'alternance démocratique et qui aujourd'hui la contestent dans les rues en pleine guerre de manière tout à fait scandaleuse. Alors, ce qu'on voit par ailleurs, c'est que le mouvement de contestation contre Netanyahou regroupe des figures de l'opposition, mais aussi d'anciens responsables de la sécurité israélienne. Et puis, il y a ce gros dossier, le Qatar Gate, Benyamin Netanyahou, qui pourrait être impliqué dans une affaire avec le Qatar, qui n'est pas un ami de l'État d'Israël. Avec quel regard vous observez cette situation? Est-ce qu'on peut quand même émettre un regard critique sur cela par rapport au Premier ministre israélien? Bien sûr qu'on peut émettre un regard critique. Le Qatar Gate, en vérité, je dirais que l'erreur commise par Israël face au Qatar, face au Hamas, c'est une erreur qui malheureusement a été partagée par l'ensemble de l'establishment israélien, toutes tendances politiques confondues. Et vouloir faire porter le chapeau à Netanyahou uniquement, c'est une manipulation politique. On sait que, par exemple, les chefs du Shin Bet actuel et passé étaient invités dans les tribunes d'honneur au Qatar pour voir des matchs de football. On sait que c'est eux-mêmes qui ont conseillé toutes les politiques d'apaisement face au Hamas. C'est la politique des services de sécurité et de l'armée en premier lieu. C'est eux qui ont fomenté cette politique et cette idée qu'on pouvait calmer la situation avec des valises d'argent du Qatar. Et donc, on ne peut pas faire de Netanyahou le bouc émissaire, même s'il en a la responsabilité politique. Mais la responsabilité, elle est partagée, comme j'ai dit, entre tous. Et par ailleurs, tous ces gatekeepers, entre guillemets, tous ces anciens chefs de l'armée et des services secrets, il faut voir comment ils se conduisent aujourd'hui dans les manifestations. On a récemment entendu Moshe Yaalon, ancien chef d'état-major, qui disait que Tsahal commet des crimes de guerre et que Tsahal tue des femmes et des enfants. Ça montre à quel point ces gens sont déconnectés de la réalité. Très rapidement, Pierre, un dernier mot. On va terminer peut-être par un motif d'espoir. Est-ce qu'il existe, selon vous, une voie de réconciliation entre les différents courants de la société israélienne, vous qui la connaissez bien, justement? Bien sûr, la voie de la réconciliation, la voie de l'unité du peuple, c'est la voie des soldats, c'est la voie des jeunes soldats, des réservistes qui reviennent de Gaza avec tous un même message d'espoir et d'unité. Et bien sûr, c'est cette voie qu'il faut entendre, par-delà toutes les divisions et les clivages politiques. Eh bien, on espère en tout cas que cela va s'arranger, que le pays va retrouver son unité, puisqu'on sait que les divisions nourrissent aussi les ennemis de l'État d'Israël. Et on sait que c'est cela également qui a mené au 7 octobre 2023, malheureusement. Merci beaucoup, Pierre Lurçat. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'étoile et le point, histoire secrète de l'autodéfense juive en France depuis 1967. Merci, à très bientôt.